Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement. Ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. On devrait faire en sorte que la mer devienne un état de droit. On devrait pouvoir défendre devant les tribunaux la mer en disant vous avez sali la mer, on va se battre au tribunal, quoi. Je sais qu'aujourd'hui, pertinemment, je me battrai jusqu'à la fin de mes jours là-dessus. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est surtout la flore, la faune que j'ai côtoyée pendant près de 50 ans et qui m'a provoqué tellement de bonheur, qui m'a amené tellement de joie de vivre, Et quand je vois ces tortues bloquées, quand je vois ces poissons qui meurent, ces coraux qui disparaissent, ça me crève le cœur. Et je me dis, rien que pour ça, peut-être que les humains ils vont prendre le retour de boomerang. Peut-être évidemment qu'il va y avoir des dégâts considérables chez les humains. Mais en tout cas, ça va beaucoup de se battre déjà pour la faune, la flore et puis nos enfants quand même. Rien n'arrêtera Yvan Bourgnon. Jusqu'à la fin de ses jours, il se battra pour préserver la mer qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Il fait résolument partie de ceux que l'on appelle les aventuriers. Il y a 2 ans à peine, il était dans l'Arctique, découvrant des plans d'eau encore inexplorés jusqu'ici. Depuis 3 ans, il s'est aussi lancé dans une autre aventure, entrepreneuriale celle-là. Il a fondé Sea Cleaners et travaille sur le projet Manta, qui permettra dans quelques années de collecter en mer des déchets grâce à un super bateau qu'il nous décrit dans ce podcast. Tout au long de la discussion, il livre ses messages de sagesse et de prise de risque à la fois, tout en nous assurant de sa détermination à mener son projet jusqu'au bout, malgré les obstacles. Merci infiniment de nous suivre dans cette 2e saison. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le, notez-le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 2, épisode 6, Andiamo. Yvan Bourgnon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Impact Positif. Vous êtes navigateur, aventurier, militant écologiste. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre association de Sea Cleaners qui porte un projet innovant, ambitieux, le projet Manta qui veut lutter contre le fléau des déchets et du plastique en particulier en mer. Vous êtes en train de concevoir un super bateau pour cela. On va revenir en détail sur ce projet, où vous en êtes, sans oublier votre incroyable parcours. Et c'est d'ailleurs ce par quoi nous allons commencer. Tout le monde vous connaît, même ceux qui ne sont pas férus de voile, ils ont tous entendu votre nom quelque part, un nom que vous avez inscrit dans l'histoire de la navigation. Vous avez remporté la Transat Jacques Vabre en 1997 avec votre frère Laurent. Vous êtes détenteur de plusieurs records de vitesse. Vous êtes lancé aussi de nombreux défis, on va en parler. Mais tout d'abord, votre passion pour la mer. Vous qui êtes suisse, vous n'avez pas spécialement vécu au bord de la mer. Vous la devez à vos parents qui vous ont emmené à 8 ans faire le tour du monde en bateau. Et c'est là que vous avez eu un déclic, Yvan Bourgnon ? C'est sûr, quand tu apprends à vivre sur la mer et que tu sais naviguer au sextant, aux étoiles, que tu apprends à pêcher, à chasser, à prendre tes quarts à la nuit à l'âge de 10-12 ans, après quand tu reviens à terre, c'est un peu compliqué la vie. Et là, t'as qu'une envie, c'est de repartir. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dès l'âge de 19 ans, dès que les études étaient terminées. Donc qu'est-ce qui se passe après ce voyage? Il y a ce déclic et vous vous dites la mer c'est pour moi et je vais pas la lâcher. Ça devient un mode de vie après, c'est l'école de la vie en fait. Moi après entre 20 et 40 ans, j'ai passé plus de temps sur la mer que sur terre. Donc voilà, et les gens me prennent pour un fou, mais moi je trouve que les gens qui restent dans les bureaux sont fous. Donc effectivement, les rôles sont inversés. Alors vous êtes devenu le professionnel que l'on sait en remportant des courses, en relevant des défis. Vous ne vous arrêtez pas là, car vous poussez la navigation à l'extrême en vous lançant dans une série de défis de traversées en solitaire, sans instruments, sans assistance. Vous avez notamment ouvert une route océanique qui n'avait jamais été empruntée avant vous, en solitaire, par un navigateur, au bout de 71 jours, 7500 km entre Pacifique et Atlantique, au cœur du cercle polaire. Après des jours d'endurance et d'épreuves en tout genre, vous êtes entré dans le chenal de Nuuk, au Groenland. C'était l'épreuve la plus difficile pour vous, en tout cas l'une des épreuves les plus difficiles pour vous?
Ah bah clairement, oui, c'était la dernière aventure extrême que j'ai réalisée en 2017 et j'ai mis la barre un peu haute en essayant d'aller traverser l'océan Arctique à la voile en solitaire, chose qui avait jamais été réalisée et pas avec un bateau confortable puisque c'était un petit catamaran dépourvu de toute cabine qui faisait que 6 mètres de long et évidemment qui pouvait chavirer à chaque instant. Sauf que l'eau là-bas elle est à 0 degré et évidemment la glace est toujours omniprésente même si l'objectif c'était justement de montrer le réchauffement climatique et de voir qu'avec un bateau à voile on pouvait maintenant malheureusement passer au milieu des glaces et voilà, même si ça a été un peu compliqué parce que je suis resté 3 semaines bloqué dans les glaces, j'ai pu montrer un petit peu que maintenant malheureusement voilà, les civilisations, les Inuits là-bas ont de l'eau à perte de vue pendant plusieurs mois de l'année et qu'on peut malheureusement passer à la voile. Ouais, donc la pluie, le froid, les blocs de glace comme vous le disiez, aussi les ours polaires. Bah, voilà, je rêvais de voir des ours polaires, mais malheureusement pas de si près. Il y en a un, une nuit qui est monté sur le pont de mon bateau, et évidemment qui m'a réveillé en pleine nuit. Bon, le bateau, voilà, tu peux pas aller te cacher dans la cabine, donc il est tellement petit. Donc ça m'a fait une visite un peu impromptue, un peu surprenante, mais voilà, l'ours polaire était aussi lourd que mon bateau. Après, voilà, je savais que ce genre de choses allait arriver forcément, puisque quand tu vas là-haut et qu'il y a très peu d'hommes qui sont allés dans ces coins-là du monde pendant le dernier siècle, bon bah voilà, tu sais que tu vas souffrir du froid, tu sais que tu vas avoir des ours polaires, tu sais que t'as pas le droit de tomber dans l'eau glacée. Mais voilà, c'était l'aventure à l'état pur. Et après, effectivement, tu vis un truc extraordinaire parce que tu navigues pendant 8500 km que au contact des phoques, des belugas, des narvals, et tout ça, c'est voilà, c'est d'une intensité incroyable. C'est ce que je voulais aller découvrir. Maintenant, je pensais pas que je prendrais autant de risques pour l'intégrité humaine, parce que je suis quand même tombé à l'eau, je suis resté bloqué dans les glaces, me suis retrouvé avec les pieds gelés, j'ai perdu mon sac de couchage. Bon, pas mal d'événements qui fait que effectivement le défi s'est transformé en quelque chose de très dangereux. Justement, qu'est-ce qui vous pousse à aller chercher des expériences pareilles au péril de votre vie? C'est pas forcément mon choix de départ. Je choisis pas mes aventures en me disant là c'est risqué, j'y vais parce que c'est vraiment risqué. Je choisis des aventures plus ou moins risquées. Parfois elles sont pas du tout, parfois elles le sont beaucoup. Et voilà, là c'était le cas. Et c'est surtout les situations climatiques qui a pas été bonnes parce que c'est une année où il y a eu beaucoup de tempêtes, beaucoup de glace et finalement beaucoup de tempêtes. Donc et la nuit est revenue, comme j'étais en retard, la nuit est revenue, donc j'ai dû naviguer en fin de parcours de nuit beaucoup. Donc voilà, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée comme un alpiniste qui se retrouverait à faire l'Everest en pleine tempête. Et il a fallu gérer. Et voilà, ça fait partie de la vie d'un aventurier de gérer ce genre de situation de crise. Mais voilà, on n'y va pas que pour ça. Heureusement, on y va parce qu'il y a des moments de bonheur, des moments de partage, il y a un contact incroyable avec les Inuits, avec la faune, avec la flore. Tu as une sensation de liberté qui est incroyable. Vous êtes le roi du monde. Ouais, je sais pas si c'est pas un sentiment de puissance, c'est vraiment un sentiment de contact à la nature, de liberté, voilà. Et un jour, je me souviens, j'ai mouillé mon bateau au milieu d'une baie qui était toute fermée. Et en fait, c'est le météorologue qui me suivait. Il croyait que j'étais parti dans la montagne avec mon GPS parce qu'effectivement, sur la carte, il n'existe pas ce plan d'eau où j'ai mouillé. Parce que la caisse est mal cartographiée, cette zone-là du globe, parce qu'il n'y a jamais de bateau qui est venu cartographier. Et finalement, j'ai découvert tout seul encore, à l'échelle de 2017, une baie dans laquelle personne n'avait jamais été avant. Donc comme quoi, il y a encore des endroits du monde comme ça. Juste parce que ça quand même un peu impressionnant, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez nez à nez avec un ours polaire? En fait, tu fais ce qu'on t'apprend, mais t'as beau anticiper ça un peu dans ta tête, tu dis, voilà, là, tu fais pas le malin à ce moment-là, surtout quand tu sors du sommeil profond et que tu te réveilles et que tu te retrouves nez à nez avec la bête, qui fait 500 kilos. Et donc là, le réflexe, c'est d'utiliser l'arme chargée, le pistolet que tu as à côté de toi. Et on te dit à ce moment-là, il suffit de lui faire peur, de tirer, et il va s'enfuir parce que ça fait tellement de bruit, un pistolet, un revolver. Donc j'ai tiré au-dessus de lui, et malheureusement, il n'est pas parti. Donc j'ai tiré une deuxième fois, il n'est toujours pas parti. Donc là, je me suis un peu inquiété. Et puis voilà, et les minutes ont passé. Et évidemment, j'essaie de le viser, de me dire s'il me saute dessus, j'ai plus le choix. J'avais pas envie de lui tirer dessus. Donc voilà, mais à un moment donné, il s'est retiré, il est parti. Et voilà. Mais je me souviens qu'une heure après, j'avais encore les jambes qui tremblaient tellement l'événement avait été incroyable. Alors, on peut lire dans un de vos posts Facebook que vous appartenez à la race des derniers aventuriers. Ça veut dire quoi, être un aventurier ? Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en tout cas, c'est pas forcément de l'aventure extrême. Je pense qu'on peut tous vivre une aventure à notre niveau et
voilà, qu'elle soit dangereuse ou pas. C'est aller, c'est sortir sa zone de confort. C'est surtout ça l'aventure. C'est de se dire, bah voilà, je dépasse mon quotidien, je dépasse ce que je vis au jour le jour. Et moi, je le conseille parce que même dans l'aventure non dangereuse, tu vis une méditation que tu peux pas vivre ailleurs, surtout en solitaire. Dans le quotidien, voilà. Il n'y a rien de tel que de se retrouver tout seul pendant plusieurs semaines, pendant 1 mois, 2 mois, dans une forêt, dans une montagne, sur la mer. Et c'est là qu'on se retrouve, c'est là qu'on fait le point sur soi, c'est là qu'on va vraiment très loin dans la méditation. Et l'aventure le permet ça, quoi. La méditation, vous y êtes arrivé en naviguant, je veux dire, vous avez appris en faisant Alors moi j'ai un parcours atypique, c'est que j'ai fait d'abord de la compétition avant de faire de l'aventure. Et en fait j'avais fait un peu d'aventure évidemment avec mes parents quand j'étais petit, avec ce tour du monde, mais c'est quand même 20-25 ans de compétition et au bout d'un moment tu te dis, ouais, en fait là je passe mon temps à courir d'un point à l'autre, d'aller le plus vite possible, je visite jamais les endroits où je vais, je rencontre personne, je suis une espèce de machine qui pense performance, et c'est là que le déclic s'est fait en 2010 en me disant, mais en fait moi j'ai 40 ans, j'ai envie de vivre autre chose aussi dans ma vie. Et du coup, je suis basculé en mode aventure. Et finalement, tout ce que j'avais fait en compétition m'avait servi. Parce que j'ai beaucoup appris, évidemment, en compétition, à préparer des bateaux, à comprendre la météo, à naviguer énormément, à gérer son sommeil, etc. Et le fait d'avoir tout ce bagage, ça m'a permis, évidemment, de me dépasser, de me surpasser dans l'aventure et de vivre des choses exceptionnelles. Et j'ai jamais été aussi heureux et voilà, de nager dans le bonheur depuis 10-15 ans que je suis vraiment dans l'aventure. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a d'autres défis qui vous attendent dans les prochaines années à la hauteur de ce que vous avez déjà vécu ? Ouais. Le premier défi, là, c'est le projet écologique. Et dont on va parler tout de suite. Voilà, ça reste aussi un vrai défi. Mais après, sur le plan sportif, il y en a un autre, effectivement, qui m'attend en 2021, avec l'idée de partir sur un plus gros bateau, cette fois-ci, revenir sur un maxi multicoque et de faire le premier tour du monde à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aller à l'envers du vent, du courant, des vagues, parce que le vent dans le Grand Sud tourne toujours dans le même sens. Et pour l'instant, il y a quelques monocoques qui ont réussi cette prouesse, mais aucun multicoque. Et Dieu sait si c'est les bateaux de demain. Donc voilà, donc l'idée c'est essayer d'être le premier à le faire en 2021 avec ce grand bateau, environ 100 jours de navigation contre le vent. Alors avant ça, effectivement, il y a votre projet. Tout naturellement, Yvan, vous êtes aujourd'hui un militant écologique convaincu, forcément. Vous avez fondé votre propre association de Sea Cleaners et avec elle, vous travaillez sur le projet Manta. C'est un super bateau qui va permettre de collecter des déchets en mer. La pollution dans les océans, c'est évidemment quelque chose qui vous a marqué. C'était naturel pour vous de vous lancer dans ce combat ? C'était une suite logique ? Ouais, c'est-à-dire que c'est les circonstances, je pense. Effectivement, on a, nous, dans les marins, on a souvent la fibre écologique, on fait attention, on jette rien à la mer, etc. Mais là, moi, j'ai déjà une carrière un peu particulière, c'est que j'ai heurté beaucoup de containers, donc beaucoup d'abandons à des moments stratégiques où j'aurais pu gagner. Et voilà, boum, un container qui se met en travers de la route, donc ça contrarie beaucoup. Et puis ensuite, un tour du monde, un petit peu comme celui que j'avais fait petit, mais 33 ans après, où là, je navigue avec ce petit catamaran, et là, en Indonésie, au Sri Lanka, aux Maldives, je navigue vraiment dans les déchets plastiques. Je passe 2 mois à me battre, pas contre les vents, pas contre les tempêtes, mais contre les plastiques et qui se coincent dans mes dérives, mes gouvernails, et ces filets là qui dérivant. Et donc là, je rentre, je me dis, mais waouh, ah oui, effectivement, c'est dans les 35 dernières années que ça s'est passé. C'est là, dans notre génération, qu'on a contaminé ces océans. Et je me dis, ouais, on peut pas rester les bras croisés. En fait, et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait des ONG qui intervenaient à terre, beaucoup en Europe, mais finalement pas beaucoup dans ces pays d'Asie Sud-Est et d'Afrique où il y a quand même beaucoup à faire, où c'est le cœur du problème. Et puis on s'est rendu compte aussi que quasiment personne n'avait de projet pour aller collecter les déchets plastiques en mer. Et là, on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse. Et là, on a lancé ce projet Manta en se disant, on va faire des études et on va étudier peut-être une solution pour ramasser les déchets plastiques en mer pour la première fois. Alors, juste quelques chiffres pour éclairer nos auditeurs. Le plastique, c'est près de 9 millions de tonnes de déchets qui terminent dans les mers chaque année. Il provoque la mort d'1 million d'oiseaux, quelques 100 000 mammifères marins par an. Et d'ici 2050, 2 à 3 fois plus de plastique pollueront les océans si rien n'est fait. Et vous dites même que ça pourrait atteindre le ratio d'1 tonne de plastique dans l'eau pour 1 tonne de poissons. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment urgence à agir. Le plastique envahit tout doucement, mais sûrement nos mers. Vos précurseurs en parlaient déjà. Je cite notamment un autre aventurier, celui qui a mené l'expédition du Kon-Tiki, c'est Thor Heyerdahl. C'était en 1947 le Kon-Tiki, mais il a été un des tout premiers à s'étonner de la présence du plastique dans les océans. Il vous a un petit peu inspiré aussi, Thor Heyerdahl, ou pas ? Complètement. En tout cas, moi, quand je pars faire mon tour du monde, effectivement, sur un espèce de radeau avec un petit bout de voile, effectivement, je m'inspire du Kon-Tiki que j'ai lu à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que il y a
les lanceurs d'alerte, ils datent de longtemps. Et je pense aussi à Cousteau, qui est un peu plus connu en France. Il y a 35-40 ans, il lançait déjà l'alerte de manière assez violente. Et pour autant, oui, ça commence à réagir depuis 4-5 ans, mais on a mis 30 ans, on a vraiment 30 ans de retard dans notre réaction. Alors, le projet Manta, expliquez-nous un peu, vous êtes en plein dedans, vous comptez le mettre à l'eau en 2022. D'ici là, il faut prototyper, ce sera quelque chose de complètement inédit. Ce bateau, expliquez-nous. Alors le Manta, en fait, on a voulu réfléchir avec un projet vraiment écologique, avec une empreinte carbone la plus faible possible, parce que c'était hors de question de consommer 50 tonnes de gasoil pour aller chercher 50 tonnes de plastique. Il y a beaucoup trop de projets écologiques comme ça qui ne tiennent pas la route et qui sont bancals. On gagne d'un côté, on perd de l'autre. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer d'être exemplaire le plus possible. Et donc, on a vraiment lancé les études à la fois pour savoir comment collecter les déchets, mais en même temps, comment être autonome sur le plan énergétique. Et finalement, en avril 2018, on a fini nos études de faisabilité. On s'est rendu compte que ramasser les déchets, c'était assez simple, c'était pas très coûteux. On avait des tapis roulants qui font remonter les déchets à bord du bateau. On a des opérateurs, on a une pyrolyse qui va absorber ces plastiques au fur et à mesure qu'on les ramasse. Et ça, c'est finalement assez simple. La plus grande difficulté, c'est finalement de rendre le bateau autonome sur le plan énergétique. C'est un bateau de plus de 1000 tonnes, ça consomme de l'énergie, à la fois pour la propulsion, l'usine embarquée, et puis les gens qui sont à bord. Et ça, il a fallu ruser, trouver toutes les astuces. Et l'avantage, c'est qu'on est aujourd'hui, on est bon en Europe, notamment pour les énergies renouvelables. Donc, on a su ruser avec le soleil, les panneaux solaires, avec le vent, les gréements, évidemment, qu'on utilise, avec les hydroliennes sous le bateau, ces hélices qui fabriquent de l'énergie. Et puis, le plastique. Le plastique qui est en fait une source d'énergie, puisque avec cette pyrolyse, on fait fondre à haute température le plastique et on le retransforme, on le revalorise en énergie et on arrive à stocker du carburant, on arrive avec les gaz à faire de l'énergie qu'on va utiliser directement sur le bateau. Et du coup, le bateau, il est un peu magique, il est un peu vertueux quand même, parce qu'il n'y a pas besoin finalement de revenir à terre pour aller faire le plein de carburant. Il n'y a pas besoin de revenir à terre pour décharger les balles de plastique. On peut rester en mer éternellement finalement et continuer à ramasser ces plastiques et le bateau s'autosuffit à lui-même. Alors pour que le projet voie le jour, il faut surtout récolter des fonds. Aujourd'hui, avec la sensibilisation croissante aux enjeux de sauvegarde de la planète, est-ce que c'est plus facile de récolter de l'argent ? Oui, c'est sûr que la collecte est beaucoup plus pertinente et plus facile qu'il y a 10 ans. Je pense que les gens sont beaucoup plus conscients de l'urgence d'aller nettoyer les océans. Et puis ça touche quand même les gens. C'est-à-dire que qui n'a pas été sur une plage et n'a pas vu des déchets plastiques pendant ses vacances ou sur les bords d'une rivière, etc. Donc les gens se sentent plus concernés, je pense, que par le réchauffement climatique. Ou tant qu'ils n'auront pas pris 50 degrés dans la figure, ils auront du mal encore à évaluer la situation. Et donc, du coup, oui, on sent qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie demande du grand public, il y a une vraie demande des PME. Et voilà, c'est un petit peu plus long, effectivement, dans les hautes sphères. Notre problème à nous, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan politique, la collecte en mer n'existe pas. C'est pas quelque chose qui n'existe, qui est mis en avant. C'est aujourd'hui, on se dit juste que le problème doit être résolu à terre. Là où ils ont raison, c'est que c'est une priorité de essayer de le. Oui, c'est un peu vos détracteurs, entre guillemets, qui disent mais non, en fait, il faut collecter les déchets avant qu'ils soient en mer. Une fois qu'ils sont en mer, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces détracteurs qui vous disent que c'est pas la peine de monter votre projet? Pourquoi on a des camions poubelles? Pourquoi on a des à terre? Pourquoi on a des camions qui nettoient les rues tous les matins? On se pose pas la question là-dessus. Et pourquoi en 1950? C'est comme si en 1950 on s'était dit tiens, on va pas inventer le camion poubelle, on va éduquer et sensibiliser les gens pour qu'on fasse que du compost, on va gérer le problème à la source, on va faire en sorte que le plastique n'arrive jamais dans les ménages. Là on a arrêté dans le mur. Et quand on sait que la population va être de 11 milliards à la fin du siècle, on sait très bien que la consommation de plastique va être énorme et que c'est ces pays émergents comme l'Afrique et l'Asie du Sud-Est qui vont avoir accès le plus possible à ces plastiques et qui vont le rejeter dans la mer. Et on sait très bien que le recyclage, le triage des déchets ne va pas arriver aussi vite que la consommation. Donc nous, oui, notre souhait, c'est de dire, dans 50 ans, espérons qu'on a moins besoin de ces bateaux. Ça, c'est le souhait le plus intime. Mais à l'image des camions poubelles, on aura toujours besoin d'un minimum de collecte, d'un minimum de bateaux. Et voilà, il faut travailler partout. Il faut travailler sur l'éducation, la sensibilisation, le triage, le recyclage, mais aussi la collecte, c'est une évidence. Alors, on va revenir quand même sur la collecte de fonds, parce que c'est quand même vraiment le nerf de la guerre. Alors, vous avez 18 permanents, vous avez besoin de 35 millions d'euros, et vous avez déjà réussi à récolter une partie de cette somme. Mais ça reste quand même un parcours du combattant, Yvan Bourgnon, pour avoir tout cet argent.
Bah oui, on devrait se dire, tiens, la levée de fonds pour un tel projet, ça devrait être une évidence et une facilité. On a fait le pari osé de financer le premier bateau qui coûte 35 millions d'euros avec une association. C'est pas rien, c'est pas un projet industriel, ça reste un coût à prendre en main. Et l'association a juste 3 ans, donc c'est un pari osé, mais qui est en bonne voie, puisqu'on a quand même levé déjà 15 millions d'euros. On a 18 personnes, 18 salariés, des centaines de bénévoles, donc c'est très bien enclenché. Mais ça n'empêche qu'on a encore du mal à convaincre des multinationales françaises et européennes à raccrocher au projet. On sent un engouement énorme avec le grand public, avec les PME. Là, ça va bien. Et puis après, dans les grandes multinationales, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, d'ailleurs, je vous arrête tout de suite, parce qu'en préparant cette interview, vous m'aviez dit que les PME investissaient 10 fois plus que ces multinationales qui, elles, ont des budgets RSE ridicules. C'est quand même incroyable quand on y pense. Alors, je ne peux pas parler évidemment pour toutes les ONG qui travaillent dans le domaine, mais en tout cas, ce qui nous concerne, nous, on voit un frein majeur dans les multinationales. Alors, ça s'explique aussi parce que, en fait, les multinationales, c'est pas qu'elles restent inactives, c'est qu'elles essaient déjà de se concentrer sur elles-mêmes. Elles essaient de se dire, moi, je suis une grande entreprise, je me dois d'être exemplaire. Et en fait, ça a tellement démarré récemment, ça a démarré il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans pour certaines entreprises, que eux se disent, bah, moi, j'essaie d'être propre, j'essaie d'être exemplaire, j'essaie de baisser ma consommation d'énergie, j'essaie d'enlever les gobelets plastiques dans ma cafétéria, et puis après, je m'intéresserai à ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est effectivement entendable, je le comprends, mais en même temps, aujourd'hui, l'écologie, c'est aussi, il faut aller sur le terrain, il faut aussi s'occuper des projets extérieurs, puis il faut aussi se poser la question, quand on sait que quand on met 1 milliard pour améliorer le recyclage en France et qu'avec ce même milliard, on peut recycler 1000 fois plus au Bangladesh, bah, il faut peut-être aussi réfléchir global, réfléchir mondial et se dire, bah, voilà, c'est comme le réchauffement climatique, on ne devrait pas regarder que son petit jardin, quoi. Alors, c'est quoi les cas de figure les plus courants? On vous dit, OK, on démarre avec vous, votre projet est génial, et puis hop, ça coince. Bah, en général, c'est quand on arrive à avoir des directeurs généraux qui sont très emballés, des équipes RSE très emballées, et puis ça finit au conseil d'administration, chez les actionnaires, et puis là, bah, c'est pas compliqué, on met 500 000 euros dans nos dividendes, on met 500 000 euros dans un projet écologique, et là, ils se disent, bah voilà, ça va pas se transformer directement en bénéfice pour la société, donc on n'y va pas, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire dans le domaine. Aux États-Unis, ça marche très bien parce que ils sont très dans la philanthropie. Donc il y a des gens vraiment qui donnent parce que c'est de la conviction pure. Mais aujourd'hui, encore en France, en Europe, on est un peu timide sur la philanthropie pure. Et on se dit, bah oui, nous, on veut bien aller, mais il faut que ça puisse avoir un retour sur investissement. Donc ils sont encore là-dedans quand même, les entreprises. Donc il y a encore beaucoup d'affichage, en gros, si on veut parler clairement, et un peu moins de conviction derrière. Bah, oui, nous par exemple, il y a un truc qui nous avait choqué, c'est quand on est arrivé dans ce milieu-là, à la COP22, on a fait toutes les conférences à Marrakech, on a rencontré des centaines de personnes et tout, et on est ressorti de ces 15 jours avec Patrick, on s'est regardé, mais en fait ici, il n'y a pas d'écologistes ici. En fait, on est à la COP22, mais il n'y a pas d'écologistes. Ils sont tous là pour faire du business, pour voir comment ils vont surfer sur le truc, comment ils vont pouvoir raccrocher les wagons. Donc nous, on n'est pas là pour que critiquer ça, parce qu'évidemment, il faut que l'écologie progresse aussi avec une économie qui fonctionne. Oui. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est mal finalement ce qui se passe? C'est pas plus mal qu'il y ait un business derrière et que finalement on puisse avancer aussi en créant des business. Non, ça, je crois que c'est positif et puis ça bouge bien. Et ça, là-dessus, en Europe, on est très précurseurs et on fait en sorte de trouver toutes les combines pour dire, bah, quand on réduit l'énergie, forcément, on réduit des dépenses. Quand on met des gobelets en carton, c'est pas plus cher. Donc on fait attention à tout ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on se dit, juste dans ces réunions-là, que finalement, l'écologie, ça va être gratuit. Mais je pense que le discours, c'est de dire, oui, il faut travailler dur pour l'économie circulaire et faire en sorte que y a un modèle économique équilibré. Mais il faut dire que c'est pas suffisant. Parce qu'à un moment donné, le déchet, c'est un coût. Le déchet, il faut accepter le surcoût qu'il y a à gérer plus de déchets, à recycler plus de plastique, etc. Et il faut accepter de prendre ce coût supplémentaire. Et puis en troisième position, il y a le fait qu'il faut réfléchir mondial, global, et qu'à un moment donné, à l'image de ce qu'on a fait avec les ONG dans les années 70, il faut se dire, oui, la pollution des océans, c'est un problème global, c'est un problème que le Bangladesh ne pourra pas résoudre. Et nous, les pays riches, on doit aller aider ces pays émergents à soutenir ce problème-là, à mettre des dispositifs de collecte des déchets, à trier mieux le déchet sur place. Ils vont pas pouvoir s'en sortir tout seuls, en tout cas pas dans les 30 prochaines années. Est-ce que la loi Pacte, elle a changé quelque chose, la loi Pacte qui est passée,
passé, qui permet aux entreprises d'afficher leur raison d'être, leur mission. Est-ce que vous avez vu quelques changements justement dans les échanges que vous avez avec les entreprises, petites, moyennes, grosses? Oui, on sent le changement. Dans les PME, ce qui est extraordinaire, c'est que la réactivité est incroyable. C'est-à-dire que ceux qui n'est pas convaincus, en 6 mois de temps, ils sont capables de basculer complètement leur économie, leur modèle, de modifier leur usine. Donc ça va très vite dans les PME. Voilà, on sent que dans les multinationales, il y a les discours, il y a la mise en place, il y a une lourdeur qui est très, très... C'est des mastodontes énormes, c'est des chaînes de fabrication qui sont très complexes, qui valent des dizaines de millions d'euros. Donc ils ne peuvent pas changer comme ça tout leur système. Donc après, ils en sont conscients, ça va prendre du temps. Mais là où on a un peu de mal aujourd'hui, notamment en France et en Europe, c'est sur les lois. Parce qu'il faudrait pouvoir prendre des lois à long terme. Dire, voilà, en 2030, en 2040, en 2050, voilà ce qu'on va vous imposer, voilà ce que vous devrez faire dans vos chaînes de production. Et aujourd'hui, en fait, on fait que de l'incitation. C'est-à-dire qu'on invite les industriels à se bouger, mais il n'y a aucune loi contraignante. Oui. C'est pas normal, quoi. Et effectivement, cette loi sur l'arrêt des consommations, par exemple, de fabrication de plastique à usage unique en Europe, c'est bien. Mais il faut bien penser que c'est 1% des plastiques à usage unique, cette loi. Donc des lois, il faut en sortir des milliers. Ouais. Et on est à un rythme qui est pas du tout adéquat à ça, quoi. Ouais. Alors, il y a d'autres personnes qui sont aussi lancées dans cette idée de collecter des déchets en mer. Je suis notamment le néerlandais Boyan Slat avec son projet de The Ocean Cleanup. Il est tout jeune, il a à peine 25 ans, je crois. Il a réussi à lever des dizaines de millions d'euros de fonds, notamment via des particuliers. Vous, est-ce que vous parlez? Vous l'avez rencontré? Qu'est-ce que vous pensez de son projet? Alors nous, on trouve ça très bien. Il est même précurseur. C'était le premier à lancer à travailler sur le sujet 2-3 ans avant nous. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très complémentaire avec notre projet. C'est que lui, il a travaillé en mer sur des projets de barrières flottantes. Ces barrières qui, en fait, sont autonomes. Et puis, on vient de temps en temps avec des bateaux récupérer les déchets piégés par les barrières flottantes. Donc nous, on suit ça de près, même si sa première barrière a cassé, il va en sortir une deuxième, puis ça va finir par fonctionner. Et puis il a un projet de péniche, en fait, autonome dans les rivières, là où il y a des flux réguliers de déchets. Donc ça aussi, c'est pertinent, notamment parce qu'on sait que les déchets proviennent des grands fleuves. Nous, on est plus sur la mobilité, en fait. On est plus sur la mobilité parce qu'on considère que les déchets aussi ne sont pas toujours au même endroit, au même moment. On parle des tsunamis, des catastrophes naturelles, des inondations, surtout dans ces pays où il y a le plus de plastique dans les océans. Et donc les bateaux, c'est que ça soit des petits ou des grands, ça va être une vraie solution pour aller sur le cœur du problème. Et puis c'est vrai que toutes ces grandes villes se sont installées surtout sur les estuaires, comme Shanghai, comme Hong Kong et tout ça, sur les estuaires de grands fleuves. Et oui, il y a des plastiques un peu en amont des fleuves, mais c'est surtout dans les estuaires que ça se passe. Et ces grands bateaux qui vont sillonner et traverser les estuaires aux abords de ces grandes villes, c'est une vraie belle solution. Puis on n'a pas besoin de revenir à terre tous les 5 minutes. On peut rester des semaines en mer. On n'est pas en train de se poser la question, tiens, il faut rentrer le soir parce que le bateau n'est pas équipé pour. Tiens, le bateau ne peut pas affronter les tempêtes. On a inventé vraiment une machine qui est capable d'être autonome et de rester en mer. Alors lui, Boyan Slat, il va avoir nettoyé 90% du Pacifique Nord en 2040. Est-ce que c'est réalisable selon vous? Bon, c'est Boyan Slat. Nous, c'est là où on est un petit peu moins en accord avec lui, c'est qu'il est toujours d'une ambition surdimensionnée. C'est un peu la hollandaise. Voilà. Après, il avait annoncé au début des barrières flottantes de 200 km de long. Il avait annoncé des choses. Bon, nous, on est moins dans ces annonces spectaculaires. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il a des moyens colossaux. Il faut l'avouer, il a des moyens colossaux et il va y avoir du résultat. Ça sera pas. Comment vous expliquez d'ailleurs qu'il ait tous ces moyens? C'est quoi? C'est justement. Lui, c'est juste simplement parce qu'il a accepté de s'exporter aux États-Unis et puis de se faire embrayer aussi dans le capitalisme, parce qu'il y a PayPal qui est derrière, il y a des gens qui veulent aussi du retour sur investissement. Donc il est rentré dans cette démarche-là, c'est un peu différent, on n'est pas là pour critiquer, mais puis il a quelques années d'avance aussi sur nous, mais tant mieux. De toute façon, la gestion des déchets en mer, c'est pas l'affaire d'une association, d'une société, c'est comme les déchets à terre. Il faut être des dizaines, des centaines d'acteurs pour pouvoir un jour essayer d'éradiquer le problème. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour déverrouiller ces blocages? Vous parliez tout à l'heure de la voie législative, et puis je précise à nos auditeurs qu'on est ici aux entretiens de Royaumont, c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit derrière. Vous allez bientôt vous exprimer dans une conférence. Il y aura d'ailleurs la secrétaire d'État à la transition écologique qui sera là. C'est quoi les pistes que vous proposez pour essayer d'avancer plus vite finalement?
C'est effectivement, on le sait, c'est d'essayer d'intervenir au niveau politique, parce que nous, on va être sur le terrain, on va éduquer, on va sensibiliser, on va faire des actions concrètes. Mais évidemment, le vrai changement, c'est quand même au niveau politique qu'il faut l'opérer. Donc aujourd'hui, il faut se battre évidemment avec le Parlement européen. On est en train de faire du lobby là-dessus gentiment. Il faut se battre pour qu'il y ait des nouvelles lois qui interdisent des plastiques aujourd'hui. Et puis surtout, programmer ça à long terme. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un peu comme le glyphosate. On ne peut pas interdire le glyphosate en un an. Il faut échelonner ça. Il faut donner du temps aux agriculteurs. À l'image du plastique, c'est pareil. Là, on a voulu lancer la consigne du plastique. Et finalement, les recycleurs, qui sont eux-mêmes soi-disant écologiques, ils ont fait un blocage en disant mais si vous nous enlevez le PET des centres de tri, on va plus être rentable. Donc, on voit bien que ça aussi, même les centres de recyclage, ils ont besoin de s'adapter. Et donc, faire de la consigne, ça demande à ce que ça soit échelonné sur 5, 10, 15 ans et qu'on puisse petit à petit consigner un peu plus de plastique. Donc, mais pour ça, et c'est vrai qu'on rêve, nous, de loi. Le problème, c'est que nos politiques aujourd'hui, en fait, c'est qu'une contrainte écologique parce que c'est qu'un coût et c'est pas forcément, ça ramène pas des voix dans le truc. Et voilà, donc on espère que les jeunes d'aujourd'hui qui sont aujourd'hui bien formés sur l'écologie vont vraiment prendre le pouvoir demain et qui vont pouvoir vraiment influencer pour pouvoir mettre au cœur de leur programme politique l'écologique, parce que pour l'instant, c'est simplement des politiques qui raccrochent les wagons avec l'écologie pour s'en servir. Quand on voit que notamment la loi sur la taxe carbone, là, que ça n'a jamais servi pour l'écologie. Ça a servi, tout le monde le sait aujourd'hui. Voilà. Et les Gilets jaunes, d'ailleurs, mais c'est fou, parce que ça a mis du temps. Aujourd'hui, on n'en parle qu'aujourd'hui, alors qu'on sait déjà depuis quelques années que ça n'a jamais été dans le but de faire du bien à l'écologie. Et Nicolas Hulot aussi, on s'est un peu servi de lui pour essayer de faire augmenter cette taxe carbone. Voilà, donc c'est des choses aujourd'hui, il ne faut plus que ça existe, quoi. Oui, on met des taxes carbone, mais ça doit profiter à l'environnement, quoi. Alors, vous me disiez aussi que le ministère de l'écologie, finalement, pour vous, c'est presque un peu désuet. Il faudrait enlever ce ministère de l'écologie et il faudrait qu'il y ait une instance, finalement, qui soit un peu transversale, qui soit intergouvernementale pour, comme ça, flécher un peu les investissements. C'est pour vous une des solutions aussi, peut-être ? C'est clair. Alors, c'est vrai qu'on a l'UN Environnement qui est censé faire ce travail à l'image de l'ONU. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de tribunal, ils ont peu de pouvoir. En fait, ces gens-là, ils font surtout de l'éducation, de la sensibilisation, et puis ils essaient de mettre d'inciter. Mais effectivement, il faudrait qu'on ait des choses beaucoup plus contraignantes, qu'on mette en place des instances dans chaque pays, et puis surtout à l'échelle de l'Europe, et qu'on puisse pondre des lois écologiques, environnementales, qu'on puisse avoir des sanctions, des tribunaux qui disent voilà, vous n'avez pas respecté ces lois-là, donc voilà les sanctions. Et voilà, mais ça, avant qu'on arrive à ça, tout comme on devrait faire en sorte que la mer devienne un état de droit. On devrait pouvoir défendre devant les tribunaux la mer en disant vous avez sali la mer, on va se battre au tribunal, quoi. Alors, vous êtes déterminé, Yvan Bourgnon, vous vous battez quotidiennement. Est-ce que vous vous êtes déjà dit un jour je laisse tomber, c'est trop difficile? Non, je sais qu'aujourd'hui, pertinemment, je me battrai jusqu'à la fin de mes jours là-dessus. Et avec toute mon équipe, évidemment. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est surtout la flore, la faune que j'ai côtoyée pendant près de 50 ans et qui m'a provoqué tellement de bonheur, qui m'a amené tellement de joie de vivre, Et quand je vois ces tortues bloquées, quand je vois ces poissons qui meurent, ces coraux qui disparaissent, ça me crève le cœur. Et je me dis, rien que pour ça, peut-être que les humains, ils vont prendre le retour du boomerang. Peut-être, évidemment, qu'il va y avoir des dégâts considérables chez les humains. Mais en tout cas, ça vaut le coup de se battre déjà pour la faune, la flore et puis nos enfants quand même. Alors Yvan Bourgnon, je termine toujours ce podcast par cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic, c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? Carrière sportive ou... Oui. Ouais. Je pense que là où j'ai été mal formé, mal conseillé, c'est sur la sagesse, en fait. Moi, j'étais un espèce de chien fougueux qui avait une énergie débordante et trop d'énergie, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à me tempérer, tout le temps à foncer, tout le temps à vouloir faire trop de projets, tout le temps à vouloir aller trop vite sur l'eau, trop de machin. Voilà, donc trop d'énergie, en fait, quoi. Et il aurait fallu me tempérer un petit peu. Et finalement, je suis devenu très bon, très posé, au mieux de ma carrière à l'âge de 40 ans. Et si j'avais pu avoir cette sagesse, cette maturité à l'âge de 20 ans, je pense que ma carrière aurait été encore beaucoup plus fulgurante au départ. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ? Dans le milieu de la voile ou non, pas forcément? Pas forcément. Ouais.
Bah, clairement, au niveau mentor dans le milieu de la voile, j'aurais aimé côtoyer Eric Tabarly parce que c'est pour moi une façon de naviguer qui me ressemble. Voilà, un petit peu à la dure, un petit peu. Voilà, on profite de la nature et tout. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si? Je ne serais jamais devenu qui je suis si j'avais pas eu des parents qui m'auraient amené faire le tour du monde. C'est vrai que j'ai réalisé en fait très tardivement. Pour moi, c'était tellement naturel de faire ça. Et en fait, sur le tard, plutôt à 35, 40 ans, j'ai compris que mes parents nous avaient fait vivre quelque chose d'exceptionnel et qui a conditionné à moi et mon frère toute notre vie. Ouais. Oui. Votre plus bel échec? Mon plus bel échec, ça a été de la faillite de ma société en 2007. Quand mon sponsor Sergio Tacchini dépose le bilan, je suis obligé à mon tour de déposer le bilan. Et voilà, pour un sportif, en fait, c'est de la double peine parce qu'un chef d'entreprise, il est capable de remonter une entreprise et repartir. Il y en a plein à qui ça leur a même souri d'avoir cet échec. Nous, on est devant les médias, on est affichés. Et effectivement, ça a été une sanction très difficile, alors que il n'y avait pas de faute de commise. Et voilà, ça a été très mal pris dans le milieu de la voile. Donc, ça a été très compliqué de rebondir derrière ça. Une qualité essentielle pour entreprendre? Une qualité essentielle pour entreprendre, c'est ne jamais renoncer. Et puis, voilà, ne jamais renoncer et puis essayer, quoi. Je crois... voilà, moi, j'ai pu voir à travers mes aventures que tout était possible. En fait, à chaque fois que je me suis dit, voilà, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas les solutions qui sont entre tes doigts, bah, j'ai toujours trouvé, voilà, au fur et à mesure de l'aventure, le mode d'emploi. Et finalement, bah, évidemment qu'il faut préparer au mieux, évidemment qu'il faut anticiper au maximum, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se dire, bah, je vais trouver la petite graine, la petite truc qui va bien en cours de route pour que ça passe, quoi. Le conseil que vous donnez tout le temps, vous? Eh ben, de prendre plus de risques. Moi, je suis de plus en plus effaré de voir comment voilà, nos jeunes, surtout les jeunes, quoi. Quand je vois qu'il y a nos jeunes de 18-25 ans qui veulent plus prendre aucun risque, voilà, je me dis, putain, mais allez-y, quoi. Allez-y, vous allez prendre des baffes, vous allez reculer, vous allez faire faillite, vous allez machin, mais c'est pas grave, quoi. Et aujourd'hui, cette prise de risque, elle devient tellement rare que c'est précieux. Trop ténue. Le temps est devenu un bien précieux. Quand vous en avez un petit peu, je sais que vous travaillez énormément, qu'est-ce que vous faites? De mon temps? Oui. Bah moi, mon temps, c'est malheureusement 80% de travail, effectivement. Alors, que ce soit de la navigation avant ou maintenant l'écologie. Et puis après, 20%, j'essaie de croquer à fond ce qui me reste pour ma vie privée. Oui. Donc, c'est mes 5 enfants. C'est très intense. C'est ma chérie, c'est le voyage, c'est la mer, c'est... la famille, voilà, mais voilà, j'essaie vraiment ces 20%-là. Je suis pas devant la télé, ça c'est sûr. Il se passe des choses, voilà. Et vous écoutez des podcasts, j'espère. Oui, bien sûr. Alors, que dites-vous à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir justement, mais qui ne savent pas comment? Je crois qu'il faut pas hésiter de se rapprocher des associations, parce qu'il y a plein d'associations aujourd'hui qui œuvrent localement. On n'est pas obligé d'aller chez nous, chez Sea Cleaner. Il y a des associations locales qui œuvrent pour la nature, pour ramasser les déchets, mais pour protéger plein de choses. J'entendais l'autre jour une campagne de crowdfunding où ils avaient trouvé plus de 2 millions d'euros pour racheter un terrain, pour empêcher que la chasse ait lieu sur ce terrain-là. Donc, voilà, des actions géniales. Tu peux te raccrocher à plein d'associations. Il y en a qui vont faire du zéro déchet, il y en a qui vont agir sur le réchauffement climatique. Il y a tellement d'applications possibles. Donner quelques heures par semaine, c'est quoi? Quand on donne 4, 5, 6 heures par semaine, et tout de suite, on fait du bien à plein de choses. Voilà, donc il y a plein d'associations qui souffrent de manque de bénévoles aujourd'hui en France. Donc il ne faut pas y aller, il ne faut pas hésiter, il faut franchir le pas. Ouais, il faut commencer par là, en tout cas. Merci beaucoup, Yvan Bourgnon. Merci d'être venu sur Impact Positif. Est-ce qu'on peut prendre des nouvelles de Sea Cleaners, de vos projets, de vos défis? Il ne faudra pas hésiter. Il faudra revenir prendre des nouvelles surtout en 2021, où on va lancer la construction de ce premier mandat. Puis en attendant, il ne faut pas oublier qu'on continue à faire de l'éducation, de la sensibilisation, des études scientifiques. On travaille dur en parallèle. Et donc, vous avez un site internet, c'est Sea Cleaners, très facile. On regarde un peu où vous en êtes dans votre projet. On peut même voir le prototype, voir un peu des vidéos. Et voilà. Et puis, il faut nous soutenir, parce que mine de rien, les gens qui nous donnent 20 € par mois sur cette plateforme de dons, là, sur Internet, ça représente aujourd'hui 30% de notre budget total. Donc voilà, chaque personne peut s'impliquer à son échelle. Merci beaucoup, Yvan Bourgnon, et bonne route à vous. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Ça a été? Non, c'était parfait. Ouais, super. Vous avez bien préparé. Tu bosses un peu quand même. C'est mon boulot, J'espère bien.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage, à David Führer pour la prise de son, à Julien Laurent pour la production. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous noter et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram impactpositif.podcast ou sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel ou encore sur le mien @Sylvia Amicone pour toutes les infos. À très vite pour un nouvel épisode.